Bon, reprenons. Alors, je voulais savoir une fois vegan, une fois transitionné. Ça fait un peu... Qu'as-tu fait de tes éventuels produits objets, en l'occurrence non vegan? Je voulais savoir à quand date ta transition vegan. Je suis devenue vegan quand j'avais 21 ans, 20 ans, entre les deux. Euh, et j'avais pas de... Ah, non, je les ai finis. Si on parle de produits cosmétiques, j'ai continué de les utiliser jusqu'à ce qu'ils soient finis, puis j'ai remplacé petit à petit avec des choses véganes. Pour les produits d'entretien, pareil avec ma soeur, je me souviens, parce qu'on vivait ensemble à l'époque, on a essayé pas mal de produits vaisselle, de produits pour le sol, de lessive, etc. Et voilà. Mais j'avais pas d'autres produits non véganes, genre, je sais pas, de la laine, du cuir, des trucs comme ça, non. Oula, c'est une longue question. Bon, je ne sais pas trop si c'est tard pour poser la question. Non, ça va. Est-ce qu'à un certain point, tu t'es senti hors du système, hors du système, en raison, je pense plutôt, de tes opinions politiques ou éthiques? Je te pose cette question en tant qu'autiste qui a de maintes reprises à refuser les divers tests que l'on me proposait. J'ai été tout de même diagnostiquée autiste par plusieurs psychiatres. Je ne me sens pas toujours à ma place. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment? Comment tu le vis au quotidien et comment arrives-tu à t'adapter à la société française actuelle, par exemple? Euh, alors, je pense pas qu'on puisse comparer ma situation avec la situation d'une personne qui serait autiste ou d'une personne qui peut-être aurait un mode de vie vraiment, vraiment très différent, par exemple absolument zéro déchet, ou quelqu'un qui aurait un mode de vie extrêmement pratiquant, religieux, etc. et qui là pourrait effectivement se sentir très très en dehors de la société. Moi, c'est quand même relativement beaucoup plus modéré. Je me sens quand même très déconnectée de notre société actuelle, mais ça, c'est depuis toujours, donc je pense pas que ce soit mes opinions politiques, etc. Je me souviens vraiment quand j'avais 12, non, franchement, quand j'avais 10, 11, 12, 13, 14 ans, c'était vraiment une période de ma vie où je me sentais extrêmement déconnectée de tout le monde. J'avais l'impression en fait qu'il y avait comme un énorme gouffre entre les gens, la vie et moi, comme si c'était vraiment une espèce de... un courant, la vie, quoi, une rivière, quelque chose qui serait en mouvement, qui serait en globalisant et total, et en même temps où il y a effectivement une individualité, par exemple les bagues, etc. Enfin, je sais pas comment expliquer. Vous voyez, quelque chose de global et en même temps d'individuel, et que j'étais vraiment en dehors de ça, comme quelque chose qui n'arriverait pas à se diluer dans l'eau. J'avais vraiment cette sensation-là de pas être où il fallait, enfin de limite me demander est-ce que j'appartenais vraiment à l'espèce humaine, est-ce que, enfin, mais quelque chose d'extrêmement très profond. À 14 ans, ça s'est un petit peu estompé lorsque j'ai commencé à rencontrer des gens qui aimaient les mêmes choses que moi ou qui ressentaient peut-être les mêmes souffrances ou les mêmes doutes ou les mêmes questionnements. Et puis ça s'est aussi après... C'est intéressant parce qu'en fait je pense plutôt que moi mes opinions politiques et mes engagements m'ont plutôt rapproché de certaines personnes alors qu'avant c'était mon caractère et même mon être en tant que tel qui fait et qui faisait, qui le fait toujours mais de manière moindre, que je me sens très isolée de la vie des humains. Je me sens pas vraiment être humaine. C'est un peu bizarre dit comme ça, je sais pas trop comment l'exprimer. Donc en fait non, effectivement c'est vrai qu'être végane, qu'être anti-capitaliste, même si je le suis pas, enfin je le suis mais je suis pas non plus... euh, être féministe, etc. Effectivement que des fois ça crée des décalages, effectivement que j'ai du mal avec beaucoup de choses que je vois et qu'en fait il y a plein de films, il y a plein de pubs, il y a plein de blagues, il y a plein de produits, il y a plein de lieux, il y a plein de discussions où je me dis non quoi, et je me sens en décalage, oui, mais ce décalage-là, pour moi, c'est rien vis-à-vis du décalage que l'on sent juste en raison de qui on est, avant même d'avoir toutes ces pensées politiques et construites. C'est... Ouais. Bref, c'était un peu personnel comme réponse, mais bon, c'est pas grave. Pourrais-tu nous faire un update tattoo? Alors, c'est une question qui est revenue souvent, je pense que je vous ferai du coup une vidéo sur mes tatouages. En fait, j'ai envie de faire ces vidéos parce que ça m'intéresse, je regarde tout le temps des vidéos par exemple sur les appartements des gens, sur la musique qu'écoutent les gens, sur les sketchbooks des gens, sur les tatouages des gens, mais c'est vrai que sur ma chaîne j'ai du mal parce que j'ai l'impression qu'on attend une certaine forme de rigueur et un certain sérieux et que si je mets une vidéo comme ça, les gens vont être déçus, genre je préférais tes vidéos sur
d'analyse sur le féminisme et le communisme ou quelque chose comme ça. Donc dites-moi en fait si ça vous dérange que je mette des vidéos plus personnelles, etc. ou si au contraire ça vous intéresse. Des livres qui m'ont grandement inspirée. C'est une bonne idée. En fait, j'avais fait une vidéo un petit peu comme ça en anglais il y a un certain temps et en fait elle est toujours d'actualité. Tous ces livres m'ont vraiment marqué et m'ont fait grandir. Et je pensais la refaire en français. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux refaire une vidéo là-dessus, mais juste quand même pour répondre un petit peu, je vais vous en donner deux. Les pensées de Pascal et... les pensées de Pascal et... Oh, c'est une bonne question. Dracula. Un peu bizarre, mais oui. Hello, j'aimerais savoir ce que tu as pensé de ton master FLE. Et si l'insertion professionnelle était facile, ainsi que le genre de structure dans lesquelles on peut espérer trouver du travail. Alors en fait, je pensais que ça n'intéressait personne le FLE, mais j'ai beaucoup de questions sur le FLE. Donc si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur le FLE. Alors attention, je ne prétends pas du tout connaître sur le FLE, je n'ai qu'un M1 et j'ai travaillé que 3 ans dans le FLE. C'est pas ce qui m'a passionné le plus, hein, très honnêtement. Après c'est intéressant quand même, mais les parties les plus intéressantes pour moi c'était les parties les moins pratiques en fait. Et après je me voyais pas non plus faire de la recherche en FLE ou en linguistique, en tout cas je crois pas. Et l'insertion est assez difficile. Honnêtement en fait le FLE c'est très intéressant. Il y aurait des tas de possibilités de créer de l'emploi dans le FLE et de permettre à plein de gens de s'insérer beaucoup mieux dans la société et de résoudre beaucoup de problèmes sociaux et humain avec et par le FLE. Le problème c'est que personne ne veut financer cela et donc je suis obligée de dire que je ne conseillerais à personne de faire uniquement du FLE. Parce que le FLE c'est très précaire et c'est très dur de trouver un travail en FLE je trouve, en France en tout cas. Que penses-tu de la sélection qui se fait pour ceux qui souhaitent aller à l'université, Parcoursup, etc. Algorithme, organisation, priorité, égalité des chances. Je trouve que c'est un désastre total, c'est une calamité. Je pense qu'on a tous la même opinion là-dessus, c'est incroyable. De toute manière, l'université française, à mon sens, est en train de mourir et on l'attaque de tous les côtés, donc voilà. Ça t'est déjà venu à l'esprit de te lancer dans une carrière politique. Et que penses-tu du nouveau clip d'Ariana Grande, God is a Woman? Ok, donc ça, beaucoup de gens m'ont demandé aussi. Alors, je tiens à vous préciser que je crois que God is a Woman, c'est la seule chanson d'Ariana Grande que j'ai écoutée de ma vie en entier. Les autres chansons, j'ai dû genre les entendre de ci, de là, voilà. Non, je pense que le clip, il est bien. Enfin, je veux dire, il y a des... c'est un bon clip. Enfin, c'est pas... Personnellement, esthétiquement parlant ça ne me plaît pas, mais c'est quand même quelque chose à saluer, la recherche et puis le message qui est dedans quand même. Non, ça ne m'est jamais venu à l'esprit de me lancer en politique. Je pense pas du tout avoir les épaules et le caractère pour faire de la politique, vraiment je me vois pas faire ça. Que penses-tu de l'écriture inclusive? Je pense que c'est bien. Beaucoup de questions sur l'écriture inclusive aussi. Je pense que c'est très bien. Après, certaines personnes m'ont demandé avec la littérature. Non, j'irai pas écrire un livre j'irai pas écrire un livre, genre un roman ou une nouvelle avec une écriture inclusive. Sauf si c'est quelque chose de totalement assumé et de recherché et presque un des points centraux de l'œuvre, ce qui pourrait être intéressant. Ça dépend comment on le traduit. Mais c'est une expérimentation qui, moi, ne m'intéresse pas trop. Hein. Enfin, c'est quelque chose, par exemple, que nous, vous voyez, par exemple, aurait pu tenter à l'époque si c'était quelque chose de plus répandu pour vous donner une idée. Mais voilà, c'est pas moi, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que j'aime lire et c'est pas ce que j'aimerais écrire. Par contre, dans tout ce qui est essai, journalisme et publications en ligne, etc., oui, je pense que c'est très important l'écriture inclusive. Encore écriture inclusive. Vas-tu faire une vidéo sur la musique que tu écoutes, ce qu'elle signifie pour toi, etc. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de parler de la musique que j'écoute. J'aimerais beaucoup le faire. Mais je sais pas trop comment, enfin je sais pas trop quel format, donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me le dire. Sinon oui, j'aimerais bien vous parler de la musique que j'écoute, j'adore la musique. Est-ce que quand un livre ne te plaît pas, tu le termines ou tu l'abandonnes? Non, je l'abandonne. Pas le temps. Bois-tu de l'alcool de temps en temps? Non. C'est non, il me semble que c'est non, en effet. Est-ce par principe ou parce que tu n'aimes pas? C'est une bonne question. J'ai tendance à dire lorsque les gens m'en parlent que c'est pas par principe, que c'est parce que j'aime pas l'alcool et que j'en ai jamais aimé. En fait, j'ai goûté un petit peu tous les alcools qui se sont présentés à moi, genre tremper mes lèvres. Et c'est vrai que je n'en ai jamais aimé aucun. Je trouve ça extrêmement désagréable. Mais au-delà de ça, en réalité, c'est effectivement par principe aussi. Mais j'ai pas envie de rentrer dans des conversations en général avec les gens, donc je dis juste que c'est parce que moi j'aime pas. Je juge pas les gens qui boivent. Maintenant, je pense que beaucoup de gens ont un gros problème avec l'alcool et n'en sont pas conscients. Je pense qu'en France,
et dans le monde en fait en général, oui, c'est très normalisé de boire beaucoup trop. Et même dans mes amis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec l'alcool et qui sont totalement inconscients de ça. Et c'est alors si vous le dites, c'est vraiment tout de suite oh mais non, pas du tout, c'est rien. Enfin bref, les gens sont dans un déni total. Donc oui, non, je bois pas par principe. De toute manière, je ne bois pas, je ne fume pas et je ne consomme pas de drogue. Totalement par principe. Je suis entièrement contre ces choses-là. Comment fais-tu pour avoir des ongles longs, beaux et propres en toutes circonstances? Alors c'est vrai que mes ongles, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Alors je sais pas s'ils sont beaux, par contre c'est vrai qu'ils sont longs et qu'ils sont propres. Parce que souvent dans le métro, c'est horrible, je vois des ongles qui sont un peu longs et qui sont pas propres. Et je me dis mais comment c'est possible? Parce que moi mes ongles ils sont toujours propres. Ben je sais pas, j'ai toujours eu des longs ongles, des ongles plutôt résistants et des ongles blancs. Et des ongles propres. Alors propres c'est sans doute parce que je me lave souvent les mains et que je me lave les ongles et que je fais attention, enfin j'en sais rien. Et sinon je pense que c'est mon alimentation mais aussi peut-être c'est génétique parce que j'ai toujours eu des ongles comme ça donc voilà. Mais il paraît que la levure de bière marche très bien. Comment concilier couple et individualité? Très bonne question à laquelle je répondrai dans une autre vidéo, je pense. Mais après, c'est pas réellement avec mon expérience à moi que je peux en parler, c'est surtout en regardant ce que font les gens autour de moi, mes amis, et en me disant mon Dieu, je ne veux jamais faire ça. Je pense que beaucoup de gens ont beaucoup de mal à avoir une relation de couple saine en ne s'oubliant pas. Donc non, j'en parlerai. Comment vois-tu l'avenir? Es-tu plutôt confiante ou plutôt inquiète, que ce soit pour toi ou pour le monde? Je suis inquiète mais j'y crois et je continue à faire des choses. Est-ce que tu as vu le spectacle Nanette de Hannah Gadsby? Alors, je ne l'ai pas regardé, mais j'ai vu des extraits de partout. Et les extraits étaient très très bien, effectivement, donc je veux le regarder en entier, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire les avantages et les inconvénients de la vie à Paris dans un petit village du Sud? Alors attention, je ne vis pas dans un petit village du Sud. Non, ma ville, c'est pas un petit village, donc je peux pas parler de ça. Par contre, maintenant, voilà, si on dit ville du Sud, moyenne, normale et capitale Paris, bon, bah, les avantages à Paris, c'est la culture, c'est les transports, c'est d'avoir accès à tout, à toutes les cuisines, à tous les magasins, etc. Maintenant, les magasins à nuancer parce que si vous voulez, par exemple, acheter des trucs de bricolage ou des meubles, il faut aller genre en banlieue et les transports, par contre, là, ça marche pas, et les voitures, enfin bon, bref. Donc non, Paris, c'est la culture, les transports, l'accès à tout, le cosmopolitisme, etc. Pour voyager, c'est génial aussi. Bon, après, le Sud, c'est le climat, les gens. Alors les gens, pas leurs opinions politiques, mais dans la vie de tous les jours, les gens sont vraiment tellement sympas et tellement détendus, c'est agréable. La mer, c'est superbe, le rythme de vie, la qualité de vie est bien meilleure dans le Sud. Amy, désolée de te déranger avec ça si tu en as déjà parlé récemment, mais j'aimerais savoir si tu as refait des tatouages depuis ta dernière vidéo, Oui, et donc j'en reparlerai. J'aimerais savoir si tu écoutes des podcasts. Non, en fait j'écoute France Culture. Voilà. Et j'écoute un podcast tenu par Marine. Je mettrai en barre d'infos, c'est un podcast en anglais par contre, qu'elle fait avec une amie à elle, et qui parle principalement de véganisme, mais aussi de féminisme et d'autres choses qui est intéressant, mais sinon non, j'écoute pas de podcast. C'est vrai que j'avais commencé un petit peu à écouter La Poudre, mais en fait ça me branche pas tant que ça. C'est dur de trouver des podcasts intéressants, je trouve. France Culture, c'est bien. Regardes-tu des séries? Si oui, lesquelles? Vas-tu régulièrement au cinéma? J'allais régulièrement au cinéma fut un temps, mais ma vie s'est arrêtée avec l'agrégation, donc je peux plus trop répondre à ça. Regardes-tu des séries? Oui, pas énormément. En fait, je suis pas... Alors, si vous attendez à ce que je vous donne des nouvelles séries ou des trucs qui sont sur Netflix, ce sera sans moi, j'ai pas le temps, et en plus... Franchement, c'est pas un truc que j'aime tant que ça, les séries. Non, moi, c'est plutôt des vieilles séries genre NCIS ou New York Unité Spéciale que je vais regarder quand vraiment je me sens que j'ai besoin de me détendre. Je vais regarder ces séries-là que je connais, qui sont familières, et voilà. Sinon, je regarde des séries coréennes et des séries japonaises. Et tout le monde est toujours surpris d'entendre ça, mais oui, je regarde des dramas. As-tu des projets majeurs pour les années à venir maintenant que tu as obtenu des diplômes? Quel est le sujet de vidéo que tu préfères aborder? La littérature. Projet à venir, j'en ai parlé, vraiment les podcasts, c'est un truc que j'aimerais vraiment lancer. En fait, j'aimerais vraiment consolider, élargir, enrichir ma production en ligne et faire que ce soit quelque chose dont je sois satisfaite, et je l'ai déjà dit mais je le redis, je suis honnête, et qui financièrement m'aide vraiment dans la vie de tous les jours. Enfin, dans la vie de tous les jours, m'aide en fait. J'aimerais que ça constitue un salaire quoi. Coucou, tu es très intelligente dans tous les aspects de ta vie, on dirait. Bon, c'est gentil, mais franchement, je suis pas trop sûre. Hein. Mais pour
temps, mais peut-être nous caches-tu quelque chose. Ma question est comment tu lâches prise? Genre totalement. Simple curiosité. Je ne lâche jamais prise. Je pense que c'est ça. Je suis quelqu'un qui aime... Je sais pas si je suis réellement quelqu'un qui aime le contrôle, mais en tout cas pour moi, en ce qui me concerne moi, j'ai besoin de contrôle. Je ne serai jamais quelqu'un qui va faire confiance totalement à quelqu'un d'autre dans le sens où et donner et ne plus être en contrôle de moi-même. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais je suis quelqu'un qui me contrôle. Donc lâcher prise, je lâche pas prise. Je crois que je sais pas lâcher prise. Fut un temps, les concerts m'aidaient beaucoup à lâcher prise. Lors d'un concert, c'était vraiment un moment à part, je trouve. Mais maintenant, je fais plus trop de concerts parce que je suis seule, parce que je suis plus vieille et parce que les groupes que j'aime passent plus, en fait, en concert quasiment. Donc voilà. Beaucoup de questions sur mes tatouages. Que penses-tu de la galanterie en tant que féministe? Je pense que c'est dur quand même de se détacher totalement de ces constructions, c'est-à-dire que par exemple qu'un homme vous offre des fleurs, qu'un homme vous ouvre la porte, ce sera toujours agréable en réalité. Par contre, qu'un homme me paye à manger sous prétexte que c'est un homme, ça je n'aimerais pas du tout. Qu'un homme me porte mes affaires parce que je suis une femme, je n'aimerais pas du tout. Par contre, effectivement, qu'on me porte mes affaires parce que c'est vrai que j'ai pas de force dans les bras, bon bah je suis contente. Mais il y a d'autres choses que je fais beaucoup mieux qu'un homme, je pense, au niveau de l'endurance et du physique. Donc voilà, je suis pas une opposée entièrement à la galanterie si c'est une galanterie qui est consciente de ce qu'elle représente et de pourquoi elle peut être considérée comme problématique et que dans les autres parties de la vie, cette personne-là est féministe, etc. Après, moi, la galanterie pour moi-même, je pense que c'est pas quelque chose qui me qui me brancherait vraiment pour moi. Je veux dire, c'est-à-dire que qu'on m'offre des fleurs, en fait, par exemple, que ce soit une femme ou un homme, je trouverais ça très charmant. Et j'aimerais offrir des fleurs à un homme ou à une femme s'ils aiment les fleurs. Qu'on me tienne la porte, ou qu'on m'ouvre la porte, ou qu'on me pousse la chaise. Oh, quoi qu'on me pousse la chaise, c'est trop quand même. Pour moi, c'est quelque chose que je... Si on me le fait par attention pour moi, ça ne me gêne pas. Si on me le fait parce que c'est un homme qui pense qu'il doit me le faire vu que c'est un homme et que je suis une femme, là ça me gêne. Et de manière, c'est un rapport de séduction bizarre et faux que je n'apprécie pas. Je trouve que la galanterie, c'est pas l'ennemi numéro un du féminisme quand même, mais c'est sûr qu'il faut quand même la déconstruire, la comprendre, et après si on a envie de garder certaines choses parce qu'on trouve que ça ajoute un charme et que voilà, ok, mais toujours contextualiser, c'est-à-dire qui est galant, pour qui, comment et pourquoi. Que vas-tu faire à partir de septembre? Retenter l'agrégation, te consacrer à YouTube, chercher un sujet de thèse, partir à l'étranger. Je vais commencer à travailler en tant que professeur de français littérature dans un collège. Je vais essayer de voir si, avec une prof que j'admire énormément, on peut faire un projet pour monter un dossier pour un contrat doctoral et effectivement me consacrer beaucoup à YouTube. Comment réagis-tu à l'échec ou à la défaite en vue de ta grande sensibilité? Comment les surmontes-tu? C'est une bonne question. Je pense qu'avant je gérais très mal la défaite et l'échec et en fait j'évitais carrément d'essayer des choses de peur d'échouer. Ça, c'est plutôt ma technique habituelle. Si j'ai peur d'échouer quelque chose, en fait, tout simplement, je ne le tente pas, ce que je ne recommande pas parce que c'est ridicule et stupide. Mais maintenant, avec l'âge, je trouve que je gère beaucoup mieux. C'est juste que je me dis, bon, bah tant pis, et je passe à autre chose. En fait, j'essaie pas vraiment d'analyser, de réfléchir à comment je me sens, parce que c'est quand même quelque chose de difficile pour moi. Donc, voilà, je l'évite plutôt, on va dire. Que penses-tu du mouvement Straight Edge? Ben, je pense que j'en fais partie et je trouve que c'est un bon mouvement. Voilà, tout simplement. Comment est-ce que tu as atteint un si bon niveau en japonais? Alors attention, mon niveau en japonais n'est pas bon du tout. Quand je parle, c'est une catastrophe. C'est vrai que lorsque j'écoute et lorsque je lis, c'est plutôt pas mal, on va dire. Mais non, quand je parle, c'est une catastrophe. Mais j'ai fait un petit peu de japonais à la fac, quand même. 2 ans. Mais c'était il y a longtemps. Penses-tu que les classiques de la littérature française sont accessibles à tout le monde? Sinon, comment acquérir les clés pour savourer toute la richesse des œuvres de littérature? Oui, je pense que c'est accessible. C'est-à-dire qu'il y a divers niveaux d'accessibilité. On peut lire une œuvre classique et juste être touché par l'histoire, par le style et certaines phrases qui nous plaisent, sans avoir forcément un bagage littéraire, etc. Plus on en lit, plus on comprend, plus on y est habitué, plus on peut déceler des ressemblances, des divergences, etc. Après, si on veut avoir une réelle compréhension, il faut effectivement, je pense, passer par de l'histoire littéraire, par de la stylistique, par de la versification, par des contextes et
par également une connaissance des auteurs. Coucou, j'ai lu dernièrement un débat sur Twitter concernant ce qu'était la vraie littérature et ce qui n'en était pas. C'était intéressant mais j'ai trouvé leur ton assez classiste, alors je voulais te demander qu'est-ce que la littérature pour toi? Est-ce que tu es d'accord avec cette idée qu'il y avait une vraie littérature? Je pourrais pas définir ce que c'est, mais oui, au risque de passer pour une personne détestable et totalement méprisante, je pense effectivement qu'il y a une vraie littérature, entre guillemets. Qu'est-ce qui t'a emmené à un engagement tel dans les causes pour lesquelles tu milites? Une sensibilité que tu décrirais plus exacerbée que la moyenne, une volonté familiale, des rencontres ou alors que sais-je d'autre? Je pense que c'est ma sensibilité. Familialement parlant, mes parents ne sont pas engagés. C'est vrai que mes parents ont toujours voté à gauche et ont toujours tenu des propos plutôt sympas. Enfin sympas. Dans le sens, il faudrait que les gens aient plus d'argent, faudrait arrêter de taxer toujours les pauvres, etc. Mais c'était pas non plus une ritournelle incessante et très forte. Hein. Non, je pense que c'est vraiment ma sensibilité plutôt. Comment as-tu découvert et choisi les lettres modernes? En fait, j'ai toujours adoré la littérature et puis j'ai fait beaucoup d'échecs. J'ai connu beaucoup d'échecs à l'université. J'étais en pleine période d'anxiété et de dépression assez forte et j'avais besoin de me retourner vers quelque chose qui était sûr et où je savais que j'allais réussir mes études et donc je me suis tournée vers les lettres au début vraiment plutôt par sécurité et en fait je me suis rendu compte qu'effectivement non seulement c'était quelque chose que j'aimais dans ma vie intime et privée mais en fait c'était quelque chose que j'adorais et j'avais envie de travailler là-dedans tout simplement. Tu lis des polars? Non. Est-ce que tu serais prête à tenir un débat courtois et sympathique? Je parle de l'interlocuteur, je me doute bien qu'il n'est pas dans tes habitudes de te montrer discourtoise. Avec une personne qui ne pense pas comme toi sur certains sujets? Non. Enfin, dans la vie de tous les jours, ça m'arrive, hein. Mais un débat, par exemple, orchestré sur YouTube ou n'importe où, non, vraiment, ça ne m'intéresse absolument pas. Absolument pas. Franchement, non, pas du tout. As-tu eu des expériences, des histoires traumatisantes, des relations toxiques dans ta vie? Je vais pas répondre dans cette vidéo, je vais juste dire oui. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur mes relations que j'ai pu avoir dans le passé. Je pense que c'est des choses qui pourraient être intéressantes, mais en fait, si j'aime pas parler de ça, ça me semble toujours très bizarre, mais voilà. Est-ce qu'Anastasiia est un nom pris au hasard ou a-t-il une signification particulière? C'est un nom que j'ai totalement créé, qui ne veut rien dire, mais qui fait référence au nom de certaines modèles et certaines actrices du mouvement fétichiste que je suivais beaucoup à un certain moment. Ne trouves-tu pas Paris anxiogène? Si, mais je la trouve aussi superbe et très... J'arrive pas à partir. Quel impact, marque, message aimerais-tu laisser sur la Terre? Franchement, ça c'est difficile. J'aimerais juste qu'on se dise que effectivement, faut être sympa les uns envers les autres et qu'il faut... Je pense, j'aimerais laisser un message positif pour les femmes, avant tout, j'avoue. Et deuxièmement, j'aimerais laisser un message positif pour les animaux. Peux-tu répondre, allez, je pense que ce sera la dernière question. Peux-tu répondre, donner ton avis sur les polémiques qu'il y a autour de l'équipe de France, notamment concernant les origines africaines de certains joueurs, par exemple sur le sketch de Trevor Noah? Alors, personnellement, je suis pas sûre qu'en tant que blanche, je sois vraiment légitime à donner mon opinion là-dessus. Maintenant, je comprends pas du tout pourquoi ça... Enfin, je comprends pas du tout. Je trouve que c'est totalement injustifié, que ça ait créé un tel tollé. Maintenant, je comprends pourquoi. Hein. C'est parce que la France a un réel problème avec pouvoir penser la dualité. Enfin, c'est-à-dire que pour eux, c'est difficile d'imaginer français et africain. C'est difficile d'imaginer diversité, mais diversité résultant du colonialisme. C'est difficile d'imaginer cette complexité en fait de cette histoire qui est la nôtre. Et lorsqu'il a dit l'Afrique a gagné, bon, c'est pas quelque chose que moi j'aurais dit, mais encore une fois, moi je suis blanche et moi je fais pas son travail. Et voilà, je comprends totalement que pour certains joueurs ça ait pu être violent d'entendre ça parce que ça a peut-être été pour eux interprété comme si c'était d'autres personnes qui l'avaient dit, des personnes blanches, des personnes racistes, des personnes de droite, etc. Mais Trevor Noah est noir, et il le dit pas de la même manière, je pense que c'est ça qui est important à garder à l'esprit. Maintenant, non, effectivement, pour moi, c'est pas l'Afrique qui a gagné, dans le sens où ces personnes-là sont nées en France, sont entraînées en France, ont joué en France, etc. Mais on peut pas nier que ces personnes-là ont une origine africaine. De toute manière, on peut pas nier que les personnes noires ont une origine africaine. Enfin, c'est... Nous avons été coupés une seconde fois, c'est pour vous dire à quel point cette vidéo est longue. Donc oui, ce que je disais en gros, c'est juste que je trouve même que c'est dommage que la France n'ait pas... Enfin la France, qui c'est la France? Bon, en gros, je trouve ça dommage que aussi bien l'institution de la FIFA
où la France, non pas la FIFA parce que ça les concerne pas, mais genre la France au sens le président de je sais pas quoi du foot de France, ou le président, ou le gouvernement. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas saisi, un, la victoire de l'équipe de France, et deux, au cas où ils auraient pas compris cette remarque de Trevor Noah, pour dire quelque chose de ça, pour dire justement... je sais pas comment expliquer ça. En fait, pas pour se servir de ces joueurs et de cette victoire comme d'un outil politique et de faux rassemblement, mais non, pour réellement adresser cette question de l'acceptation changeante et variable. C'est-à-dire que quand vous faites un truc cool, bah là vous êtes français, et quand vous faites rien, juste vous existez, bah vous n'avez pas mérité votre titre de français. Que effectivement on peut faire de grandes choses en étant fils d'immigrés, que la France a un passé colonial et qu'on doit le reconnaître, et qu'en même temps le reconnaître c'est pas non plus être perdu dans un truc où on se morfond et on s'autoflagelle en permanence, mais où on peut donner une certaine reconnaissance, un respect et une paix peut-être à des personnes qui en ont besoin et qui le méritent, mais aussi avancer vers des choses plus positives en tant que pays. Et je trouve ça dommage en fait que les gens soient tellement, mais tellement centrés sur eux et tellement univoques. Et enfin, vous savez, c'est comme quand... enfin, c'est pas exactement la même chose, mais en gros, à chaque fois qu'on parle de toute manière de ces questions de racisme, les gens bloquent. C'est vraiment un truc de fou comme les blancs ont un problème avec ça. Je trouve que c'est vraiment les... Alors, bon, après... il y a bien d'autres pays où il y a d'autres formes de racisme et de xénophobie, de discrimination, etc. Et une idée de supériorité de son propre pays et tout ce que vous voulez, ou même de sa propre ethnie. Hein. Je dis pas que c'est que les blancs. Mais je trouve que, voilà, en Europe et en Amérique du Nord, pardon, les blancs, mais ils ont un problème. Enfin, nous avons un problème. J'ai du mal à comprendre quand même pourquoi c'est si dur d'accepter un passé raciste, d'accepter des pratiques existantes encore racistes, de se dire oui, c'est la vérité. Voilà, c'est tout. À chaque fois, de toute manière, vous ça je le vois, hein, parce qu'à chaque fois que je mentionne ou que j'aborde ces sujets-là sur YouTube, il y a des gens qui réagissent, mais de manière épidermique, et pas que des trolls à deux balles. Hein. Il y a aussi des gens plus normaux, entre guillemets, qui valent la peine qu'on s'attende un peu sur eux, et qui ont du mal avec ces notions-là. C'est bizarre, hein, moi je trouve ça très très bizarre, mais... Donc oui, non, voilà, pour répondre à cette question sur Trevor Noah, je trouve qu'en fait c'est juste dommage, et ça montre à quel point on est incapable de penser de manière intelligente. Après, si je peux juste me permettre, j'ai regardé la réponse du coup de Trevor Noah à la réaction qui s'est faite du côté français. J'ai trouvé que sa réaction à lui, sa réponse était bien. Par contre, j'ai trouvé qu'elle était un peu moyenne vers la fin quand il disait en gros qu'aux États-Unis on pouvait se sentir américain et portoricain, se sentir américain et irlandais. Bon, voilà. Je trouve que ça c'est vraiment quand même un mythe, ce multiculturalisme heureux aux États-Unis. Bon. Mais bon, ce n'est que mon avis. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, je vais m'arrêter là, ça a été une très longue Q&A et je suis normalement là censée filmer les réponses aux questions en anglais, mais franchement je suis crevée, en plus j'ai filmé des vidéos pour Patreon, donc je vais m'arrêter là. Et il faut aussi que je les monte. Donc ça va me prendre un certain temps, ce sera sûrement en 2 parties. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos et merci pour vos questions, merci pour votre intérêt, merci pour tout, voilà, tout simplement. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou sur Instagram. Lorsque je fais des Q&A et les questions, c'est sur Instagram. Twitter, c'est pour un petit peu ma vie de tous les jours. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de m'encourager et de me soutenir dans tous mes projets sur YouTube, à aller voir ma page sur Patreon, c'est comme Tipeee. Si vous avez envie, vous pouvez donner $1, 1 euro ou 3 par mois et ça m'aide énormément et ça me permet de créer beaucoup plus sereinement et de faire des contenus divers, variés, nombreux et de qualité. Voilà. Merci pour votre attention sur cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye.